Nous sommes en 1797. La jeune République française a su tenir bon, grâce notamment à son importante levée en masse qui lui a permis de renforcer considérablement ses armées, mais aussi grâce à l'émergence d'un brillant et victorieux général en Italie. La première coalition a donc été héroïquement repoussée. Pour autant, l'ennemi éternel de la France, la Grande-Bretagne, demeure encore et toujours en guerre avec les Français. Le Directoire espère d'abord venir poser des problèmes à ce voisin dérangeant en soutenant les indépendantistes irlandais, malheureusement sans succès. Leur regard ne tarde donc pas à aller se poser ailleurs et plus particulièrement en Orient pour espérer prendre un avantage de taille. La conquête de l'Égypte est un projet de longue date au sein de l'administration française, puisque l'idée avait déjà été évoquée il y a plusieurs dizaines d'années en arrière. Suite à la perte récente des colonies françaises en Amérique du Nord ou en Inde, la France devrait trouver en Égypte une terre riche, en mesure de lui offrir des denrées susceptibles de compenser la perte de Saint-Domingue, mais également un territoire en capacité de lui ouvrir une nouvelle porte vers l'Asie, en contrôlant ainsi toute la mer Rouge, en plus de leur procurer de nouveaux liens avec l'Arabie, l'Afrique du Nord et l'Afrique de l'Est. Talleyrand, ministre des Relations extérieures, dira même à ce propos « L'Égypte fut une province de la République romaine. Il faut qu'elle le devienne de la République française. La conquête des Romains fut l'époque de la décadence pour ce beau pays. La conquête des Français sera celle de sa prospérité. » Avec de tels propos, on comprend aisément que la France entreprend en plus de son opération militaire, une mission recivilisatrice pour redonner à l'Égypte sa gloire passée. Il faut alors comprendre qu'à cette époque-là, le territoire égyptien est sous le contrôle de l'Empire ottoman depuis un peu plus de 200 ans, où peu de temps auparavant, le sultan Soliman le Magnifique et le roi de France François Ier avaient pu former une alliance qui était plus ou moins toujours en vigueur. Même si les relations ne sont plus aussi bonnes depuis la Révolution, il est clair qu'une intervention française en Égypte viendrait inévitablement briser le sentiment de confiance qui avait pu être entretenu depuis près de 2 siècles. Malgré tout, l'opération se met tout de même en ordre de marche au printemps de l'année 1798. Tout cela sous le commandement du général Napoléon Bonaparte, qui en 11 semaines seulement a pu mettre au point son armée d'Orient, composée de 36 000 soldats, essentiellement des vétérans de sa campagne d'Italie. Ceux-ci seront amenés à bon port en montant à bord d'environ 300 navires, eux-mêmes chapeautés par 13 000 marins. Chose assez singulière à noter, Napoléon invite de nombreux savants à se joindre à son expédition, des mathématiciens, des chimistes, des géologues et même des naturalistes. L'opération est donc dans son ensemble parfaitement appréciée par les membres du Directoire qui ont tout à gagner à travers elle. Si Napoléon remporte un succès, alors la situation de la France ne sera que meilleure internationalement. Et s'il échoue ou est même tué, alors ils seront parvenus à se débarrasser d'un ambitieux militaire dont la popularité croissante représente une menace pour eux. Quoi qu'il en soit, les différents groupes peuvent enfin s'élancer depuis les ports de Toulon, de Marseille, de Gênes, d'Ajaccio ou bien encore de Civitavecchia, et échappent de peu à la flotte britannique du contre-amiral Nelson, qui subit de son côté une puissante tempête qui les empêche d'intervenir à temps. Pour ce qui concerne les Français, avant de foncer vers leur véritable objectif, Bonaparte avait reçu l'ordre de s'arrêter à Malte, une île stratégique pour renforcer la présence de la France en Méditerranée. Les Français y débarquent donc au début du mois de juin et s'emparent de l'île rapidement, où les chevaliers appartenant à ce qu'on appelait jadis l'ordre des Hospitaliers sont expulsés. Le général Bonaparte en profite donc pour réorganiser le gouvernement local, l'Église catholique, il nationalise les terres des chevaliers, abolit l'esclavage ainsi que tous les vestiges du féodalisme et instaure un nouveau système fiscal et éducatif. Tout ceci au grand désarroi des locaux qui acceptent contre leur gré toutes ces nouveautés ainsi que le pillage de leurs trésors qui sert à rembourser le coût de cette expédition. Cependant, 3 mois à peine après le départ de Bonaparte, une révolte finira par éclater sur place, ce qui obligera la garnison française locale à se retrancher dans un fort où ils seront assiégés pendant près de 2 années.
Napoléon, de son côté, débarque enfin à Alexandrie début juillet, où il se rêve déjà en digne héritier d'Alexandre le Grand, en s'imaginant bâtir son propre empire à l'est du monde. Mais en attendant, c'est l'occasion pour nous d'étudier d'un peu plus près le fonctionnement politique local. À la fin de ce siècle, l'Égypte, contrôlée par l'Empire ottoman, comme nous avons déjà pu le dire, est en réalité gouvernée par un groupe que l'on nomme les Mamelouks, et ce depuis plus de 500 ans. Les Mamelouks sont une caste de guerriers originellement non musulmans qui ont été enlevés puis vendus en tant qu'esclaves avant d'être convertis à l'islam, puis d'être entraînés pour devenir des cavaliers. Depuis 1517, ce sont de fidèles vassaux des Ottomans, mais depuis près d'un siècle, ceux-ci ont su profiter de l'affaiblissement du pouvoir central pour obtenir une autonomie considérable. En 1798, l'Égypte est alors sous la houlette du Triumvirat formé par Mourad Bey et Ibrahim Bey, qui sont plutôt mal vus par la population locale. Napoléon espère donc profiter de cette occasion pour endosser un rôle de libérateur. Plus encore, pour éviter de froisser l'ancien allié ottoman, Talleyrand avait promis avant son départ au général qu'il irait personnellement expliquer au sultan à Constantinople les raisons de cette opération, tout en assurant que l'Égypte continuerait évidemment de verser un tribut annuel. Malheureusement, le ministre français ne fera rien de tout cela. En attendant, Alexandrie peut tomber complètement aux mains des Français le 2 juillet, où Bonaparte peut y laisser une garnison de 2000 soldats ainsi que ses navires dans la baie d'Aboukir. Moins de 7 jours plus tard, le général reprend sa route en direction du Caire. Une longue traversée du désert s'entame alors, où les troupes françaises souffrent d'un mal qui prend plusieurs formes. Ils doivent faire face à la maladie, aux moustiques, ou bien encore au manque d'eau, car tous les puits ont été empoisonnés et les soldats les plus lents sont vite pris pour cible par les cavaliers mamelouks. On nous rapporte alors que certains soldats n'hésitent plus à mettre fin à leur jour, tandis que d'autres envisagent déjà une mutinerie. Heureusement, l'armée atteint enfin le Nil le 10 juillet, ce qui améliore considérablement le moral des troupes. 3 jours plus tard, ils remportent une première victoire à Kébreis, mais une armée bien plus grande leur fait ensuite face à proximité d'Emba Bey, dans ce qui restera dans l'histoire sous le nom de la bataille des Pyramides, où Napoléon aurait harangué ses troupes en disant « Songez que du haut de ces pyramides, 40 siècles vous contemplent. » C'est une bataille que la propagande napoléonienne fera entrer dans la légende, notamment grâce à la commande de nombreux tableaux. Et c'est suite à l'utilisation de la formation en carré que les 20 000 soldats français parviennent à tenir bon et mieux encore à décimer la cavalerie ennemie. Après quelques heures seulement de combat, ce sont entre 1000 et 8000 soldats locaux qui manquent à l'appel. Cette victoire permet ainsi à Napoléon d'entrer triomphant dans la capitale d'Égypte le 24 juillet. Malheureusement, la chance de Bonaparte finit par tourner car le 1er août, l'amiral Nelson retrouve la trace des navires français et les décime totalement. Voilà donc que l'expédition française se retrouve désormais totalement piégée, sans pouvoir compter sur un ravitaillement venu d'Europe et encore moins sur d'éventuels renforts de troupes. Le contrôle de la Méditerranée retombe donc inexorablement entre les mains des Britanniques. Quoi qu'il en soit, Bonaparte en profite pour mettre en œuvre ce pourquoi il est venu et réorganise la société égyptienne en y implantant là encore un système administratif et judiciaire à la française. Il proclame également la liberté de religion ainsi que l'égalité de tous devant la loi, avant de créer l'institution d'un gouvernement local élu qui resterait bien sûr sous la tutelle des Français. C'est aussi à ce moment-là qu'est établi l'Institut d'Égypte au Caire, qui est chargé dans un premier temps de diffuser la culture et les idées françaises en Orient, et dans un second temps de mener des recherches sur la culture et l'histoire égyptienne pour mieux comprendre l'histoire locale. Les nombreuses fouilles qui sont ainsi menées amèneront par exemple à la découverte de la célèbre pierre de Rosette, dont les inscriptions permettront à Jean-François Champollion de déchiffrer les mystérieux hiéroglyphes. Durant le reste de son séjour, Napoléon multiplie les efforts pour faire accepter la présence française aux locaux, s'évertuant à protéger les caravanes de pèlerins qui partent en direction de la Mecque, ou en envisageant même de faire convertir ces hommes à l'islam. Mais chacune de ces tentatives ne donne que peu de résultats.
les locaux doutant forcément de sa sincérité et se montrant surtout plus agacés par ses nombreuses levées d'impôts pour subvenir aux besoins de ces hommes. Dans les jours qui suivent, de nombreuses batailles peuvent avoir lieu. Si les Français obtiennent succès sur succès, il n'en reste pas moins que les deux principaux leaders ennemis leur échappent toujours. Pire encore, au début du mois de septembre, l'Empire ottoman déclare officiellement la guerre à la France et prépare 2 nouvelles armées pour envahir l'Égypte. Au même instant, une révolte éclate au Caire et est sévèrement punie. 2000 Égyptiens et 300 Français sont au nombre des tués. Napoléon décide alors de modifier ses plans pour forcer le sultan à accepter la paix. Il prend donc la tête de ses hommes et marche en direction de Saint-Jean d'Acre pour empêcher ses adversaires de lever leur armée. Au début de l'année 1799, la force expéditionnaire de Bonaparte se met en marche. Il s'empare d'abord d'El Arish, où il peut capturer plusieurs centaines de Mamelouks qu'il libère ensuite sur parole, avant d'entrer dans Gaza, puis dans Rafah qui refuse d'ouvrir ses portes. Pire encore, le gouverneur local fait même décapiter le messager de paix envoyé par Napoléon. Ce dernier décide donc de livrer la ville à ses hommes qui, en représailles, commettent de nombreuses exactions. Quelques jours plus tard, ce sont près de 2500 prisonniers ottomans qui sont massacrés, sous prétexte que le général français ne pouvait pas se permettre de les nourrir, ni de laisser des hommes derrière lui pour les escorter. Un acte que les Britanniques n'hésiteront pas à utiliser en leur faveur pour contrer la propagande révolutionnaire. En attendant, Napoléon peut se porter à la rencontre du bastion fortifié de Saint-Jean d'Acre, mais les chances ne sont clairement plus en la faveur des Français, car ils ne sont que 13 000, là où les Ottomans associés aux Britanniques sont plus de 30 000 à défendre la place. Pire encore, quelques jours plus tôt, la peste a commencé à se propager au sein de l'armée française et est même venue décimer ses rangs. Cet épisode-là sera là encore inscrit dans la légende de Bonaparte, qui n'aurait apparemment pas hésité à se rendre lui-même auprès des malades. Finalement, et malgré les nombreux efforts demandés à ses hommes, Bonaparte est obligé d'ordonner le repli de son armée, car cette bataille est perdue. Les malades sont aussi abandonnés à leur sort du côté de Rafah, tandis que le reste de l'armée peut se replier au Caire qu'ils atteignent le 14 juin. Au mois d'août, une nouvelle armée britannico-ottomane met le pied à terre près d'Aboukir et force les Français à riposter. Si ceux-ci hésitent à s'engager dans un premier temps, la décapitation de prisonniers par le commandant ennemi suffit à les mettre en rage et à provoquer un véritable déclic. La cavalerie d'un certain Joachim Murat s'illustre alors en traversant complètement les lignes ennemies, scellant une victoire majeure pour les Français, mais qui ne sera pas en mesure d'inverser totalement le cours de la campagne. Certes, Bonaparte est parvenu à consolider sa position en Égypte, mais tout ceci ne l'empêche pas de réaliser que tous ses efforts sont vains. Les Britanniques contrôlent toujours toute la Méditerranée, ce qui les empêche d'obtenir des renforts, alors que près du tiers de l'armée a déjà péri des combats ou de la maladie. Plus encore, Napoléon peut recevoir d'inquiétantes nouvelles de la métropole où les combats ne tournent pas en la faveur des Français. Alors, le 22 août, avec une poignée de ses hommes, il embarque à bord d'une frégate chargée de le ramener en France. Il délègue son commandement à Kléber et débarque à Saint-Raphaël le 9 octobre, où il est accueilli en héros par la population qui fonde de nombreux espoirs en lui pour vaincre la deuxième coalition. Mais maintenant que nous en sommes ici, que peut-on retenir de cette expédition en Égypte ? Dans un premier temps, il convient de retenir que celle-ci a incontestablement laissé un héritage scientifique et culturel d'importance, puisqu'elle a véritablement contribué à fonder l'égyptologie. Les nombreuses gravures réalisées par l'artiste Dominique Vivant-Denon ne manquent pas également de fasciner le grand public vis-à-vis des merveilles de l'Orient. Dans un second temps, nous sommes obligés de constater que cette gigantesque aventure ne peut être considérée autrement que comme un échec aussi bien politique que militaire. L'objectif initial était de porter un coup à la puissance britannique, et n'aura au final servi qu'à la faire se rapprocher de l'Empire ottoman, qui était depuis des siècles un ami de la France. L'intervention militaire en territoire étranger
permet également aux Anglais de justifier la création d'une deuxième coalition, étant donné l'agressivité belliqueuse des Français. Pour ce qui concerne les Égyptiens et leur société, les idées importées par les Français étaient trop nouvelles et trop radicales pour être acceptées aussi rapidement. D'ailleurs, le général Kléber, laissé en arrière par Bonaparte, est assassiné le 14 juin 1800. Un an plus tard, le corps expéditionnaire est définitivement vaincu et rapatrié en métropole sur des vaisseaux anglais. Toutefois, les actes de Napoléon en Égypte ne sont pas passés inaperçus, car la propagande a pu faire son office et lui a même permis de rentrer en tant que héros grâce aux nombreux exploits que lui et ses hommes ont pu réaliser sur place. Bien sûr, les défaites majeures comme le désastre d'Aboukir ont été passées majoritairement sous silence. En revanche, les actes et les dires de Napoléon sur les Égyptiens ont également su marquer un autre homme, Mehmet Ali, un officier ottoman qui, sous les ordres du sultan, parvient à reconquérir l'Égypte en profitant de la faiblesse actuelle des Mamelouks. Celui-ci en profite alors pour consolider les fondations de ce qu'il espère être un nouveau royaume en mesure de succéder à l'Empire ottoman qu'il estime être en décomposition. Voilà donc plus ou moins tout ce qu'il y aurait à dire concernant cette célèbre campagne d'Égypte. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à prendre un peu de recul pour comprendre ce qu'était vraiment cette guerre de la deuxième coalition qui a en partie forcé Napoléon à abandonner ses hommes pour voler au secours de la nation. Mais ça, nous le verrons une prochaine fois. Comme toujours, je vous invite à liker la vidéo, à la commenter, à la partager et à vous abonner à la chaîne si ce que vous avez vu vous a plu bien sûr. Je vous invite encore à me faire des recommandations pour d'autres sujets à traiter. Et enfin, moi il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, c'était Absolute, ciao!